Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter quelque chose d'un peu nouveau. J'ai grâce, j'allais dire, à mon partenaire, donc Agrizone, qui m'a proposé de m'aider un peu dans l'organisation de cette vidéo, voulu vous proposer simplement la vision de 4 experts sur le monde agricole et l'évolution qu'il aura pendant 10 ans. Alors on va parler d'agroéquipement, on va parler d'agroécologie, on va parler d'élevage et on va parler de PAC. Donc vous pouvez regarder ça tout de suite, vous allez voir, je pense que c'est très intéressant pour pouvoir réfléchir à l'avenir de l'agriculture. Allez, on regarde ça. Voilà Julien, alors j'aimerais bien voir, toi en tant qu'expert machinisme, ta vision de l'agriculture d'ici une dizaine d'années. La vision de l'agriculture en général ou plus liée à ton activité machinisme? Alors, dans l'activité machine et dans le développement des machines, je pense qu'on peut miser sur le développement, en continu des automatismes et jusqu'à même de la robotisation des ensembles. Alors je ne sais pas, du coup j'ai aucune idée si on va partir uniquement sur des modèles de robots autonomes, comme on peut le voir notamment sur des robots de binage par exemple. Est-ce que ça sera des tracteurs autonomes avec une automatisation totale, avec une configuration tracteur outil attelé, comme on le connaît aujourd'hui? Je ne sais pas quelle piste ça va prendre, mais j'attends beaucoup de ces évolutions technologiques là sur l'automatisation qui pourrait permettre de revenir sur des fondamentaux de valorisation énergétique, avec notamment beaucoup l'évolution de l'entraînement électrique. J'attends beaucoup de ça sur la remise en question et en perspective de la valorisation énergétique aujourd'hui, où on a beaucoup de problèmes par rapport à l'utilisation d'un moteur thermique aujourd'hui, avec les taux de charge et la valorisation en transformation, en traction. Donc je pense que ça peut être des pistes qui permettent d'améliorer aussi cette approche-là de cette configuration machine. Machine, ouais, d'accord. Donc robotisation, automatisation, ça va enlever à l'agriculteur son travail? C'est grave. Non mais je sais pas, moi c'est la question qu'on me pose de temps en temps. On me dit ouais mais j'ai montré un tracteur autonome, ouais mais on enlève l'essence de l'agriculteur. Alors pour moi personnellement, mon idée c'est de dire que l'agriculteur sera toujours là pour régler la machine, pour la mettre en place, pour la vérifier, pour la superviser. Par contre il perdra le fait d'être chauffeur, quoi. Je repense toujours à mon grand-père qui me parlait que l'abandon des chevaux et l'arrivée des tracteurs a tué le métier d'agriculteur, où il n'y avait plus de contact avec le sol, on descendait plus du tracteur, on n'était plus vraiment des agriculteurs. Et je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de refaire le même discours en se disant, est-ce que c'est parce qu'on ne conduit pas le tracteur, qu'on ne touche plus le volant, qu'on n'est plus agriculteur? Et je me dis que les enjeux d'un agriculteur, c'est vraiment sur le choix de la date d'intervention, du réglage de l'outil de travail du sol, du réglage de densité, de qualité de travail et de répartition des intrants. Est-ce que c'est vraiment le fait d'être assis au volant et de régler les distributeurs qui donne de la valeur et qui donne ça? Je me dis même que ça peut être parfois un avantage. J'attends aussi beaucoup de l'automatisation pour pouvoir détacher l'affect qu'on a lié au machinisme. Et je pense que l'affect qu'on a du fait qu'on soit sur le tracteur, qu'on soit au pouvoir des commandes de cette machine, de ces monstres, ça donne beaucoup de liens affectifs avec la machine. Et je pense que ça participe beaucoup à la surméca et aux incohérences qu'on a entre des inadéquations tracteur-outil et sur des débits de chantier. Et je reviens à la même problématique de valorisation de l'énergie, où on est à mon avis en dessous des performances possibles. D'accord. Alors est-ce que tu vois aussi, alors on a des grosses machines, c'est parce qu'on a un chauffeur qui doit faire le maximum de travail en un minimum de temps. Est-ce que tu vois aussi l'arrivée de robots, mais qui sont de plus petites dimensions, qui respecteront mieux les sols, ou est-ce que c'est quelque chose qui pour toi mettra encore beaucoup de temps à arriver ou n'arrivera jamais? La forme de robot autonome, de petites machines électriques autonomes, et je parle encore des modèles de binage qu'on connaît aujourd'hui, je pense que ça ne sera pas ce modèle-là qui va prendre le pas assez vite. Je pense qu'on sera plutôt sur des modèles, je peux me tromper, mais je pense qu'on sera plutôt sur on sera plutôt sur des modèles de tracteurs, combinaison tracteur-outil en configuration qu'on connaît aujourd'hui, mais plutôt sur des dimensionnements inférieurs. Aujourd'hui, en effet, on a besoin de 300-400 chevaux pour avoir un débit de chantier, des largeurs d'outils, pour pouvoir passer dans des fenêtres de travail convenables. Est-ce que demain, ce ne serait pas possible de réduire, de diviser par 3, par 4 le dimensionnement de l'outil arrière ou de la puissance de tracteur pour pouvoir avoir un travail H24, 7 jours sur 7, dans une configuration de tracteur à 4 roues inégales qu'on connaît aujourd'hui aussi. Ouais. D'accord, ok. Donc réduction peut-être de la dimension, pas forcément des petits robots mais des moyens. Et aussi
quelque part perdre la fonction de chauffeur, mais aussi retrouver l'aspect du technicien aussi, que l'agriculteur ne perdra pas parce qu'il devra régler ses outils, il devra les préparer et son œil pour l'instant est loin d'être dans tous les cas, je pense que quelle que soit l'évolution technologique, dans tous les cas, il faudra des interventions pour l'étalonnage des outils, pour le contrôle des débits et des répartitions. Il faudra du contrôle au champ pour pouvoir vérifier la qualité de travail. Il faudra dans tous les cas, voilà, il faudra toujours des opérateurs, des techniciens par rapport à ça. Aujourd'hui, on connaît ce cas de figure-là où bon nombre de chauffeurs aujourd'hui sont assis. Avec l'autoguidage, n'ont plus besoin de toucher le volant. Les automatismes de manœuvre en bout de champ permettent depuis des années d'automatiser ces manœuvres-là. Donc on est déjà presque... on a déjà des tracteurs autonomes qui existent. On est juste sur le siège pour verrouiller le capteur de sécurité de présence de l'humain. Pas loin, ouais. Ok. Et pour le régler avant, éventuellement, pallier à quelques petits soucis. Intervenir évidemment en cas de problème et d'un point de vue sécurité. Mais ça peut évoluer assez rapidement. Ok, merci Julien. Alors on peut te retrouver sur conseilagroéquipement.com. Toi tu fais de la formation essentiellement sur l'utilisation de tout type de machine, le réglage. J'interviens pour de la formation technique, sur de l'optimisation de machines et sur des charges de mécanisation, du conseil aussi individuel sur les exploitations, chez les entrepreneurs ou dans les CUMA, et également de l'expertise sur du comparatif de performance d'outils, sur un comparatif de qualité de répartition, de débit de chantier ou de qualité de travail d'un outil en général. Ok, merci beaucoup. Et puis on verra si d'ici 10 ans on en reparle, même peut-être avant, pour voir si tu t'es bien orienté ou si tu as fait des erreurs dans l'avenir nous le dira. Merci beaucoup Thierry. Merci Julien. Voilà Mathieu, je voudrais te poser une question. Comment tu vois l'évolution de l'agriculture en fonction de ta sensibilité à toi, ce que ça va donner d'ici une dizaine d'années Alors je sais pas, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait ce que ça peut donner dans une dizaine d'années, mais si je devais donner ce que j'espère, moi ce qui me motive dans mon métier, c'est que les gens soient autonomes. L'autonomie, ça passe par plusieurs choses. C'est l'autonomie de décision, l'autonomie, ça peut être l'autonomie économique et financière, bien sûr, et c'est aussi l'autonomie du système. Donc on va dire il peut y avoir plusieurs volets. Le premier volet, pour moi, le plus important pour un agriculteur, c'est son sol, c'est ça qui le fait vivre. Et donc la première chose, c'est qu'il soit capable d'avoir un sol qui lui-même soit autonome. Donc on va dire que sur la vision que j'ai, c'est d'abord une vision agronomique pure et technique pure. Ce qui ne m'étonne pas de ta part. C'est normal, mais tu vas voir, c'est pas la seule. Mais c'est donc comment est-ce qu'on arrive à avoir un sol qui redevienne performant, bien organisé, fertile. Et ça passe par les outils de l'agroécologie dont on parle à chaque fois. Donc les couverts végétaux, les techniques de TCS et de semi-direct, pourquoi pas la réintégration de l'élevage, les cultures associées. Donc ça, on va dire, c'est mon fonds de commerce. Et ça, je pense que c'est la base. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je ne vois pas une agriculture dans 10 ans qui soit entièrement agriculture de conservation ou entièrement agriculture biologique ou agroforesterie ou autre. Je pense qu'aujourd'hui, après une période militante, on est en mesure d'offrir des outils pour chacun. C'est-à-dire que l'agronomie ou les outils de l'agroécologie, on dit agroécologie, mais c'est les outils de l'agriculture, il y a une boîte à outils, il y a plein de choses dedans, et on peut en faire ce qu'on veut. Je prends par exemple les couverts végétaux. Aujourd'hui, on sait produire des couverts végétaux efficaces pour tout le monde. Quel que soit le modèle, quoi. Quel que soit le modèle. Il n'y a pas de modèle. Il n'y en a pas, mais on sait faire des couverts pour tous les endroits de la planète, tous les systèmes, des gens qui ne travaillent pas les sols et des gens qui les travaillent beaucoup. Ce sera quelqu'un qui fait du semi-direct, quelqu'un qui fait de la patate. Voilà. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, il y en a plein. Donc ça, c'est une première vision de l'autonomie. Après, il y a l'autonomie économique, et là, je pense qu'il y a un gros travail, et qui n'est pas agronomique, il y a un gros travail de reprise en main de l'agriculture par les agriculteurs, de la manière qu'ils veulent. Ça, c'est pas, on verra comment ça se passe, mais de reprendre la main sur leurs décisions, sur la marge. Donc on a intégré cette année au village des conférences et des ateliers sur les circuits courts, la valorisation. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel parce que l'agriculture ne pourra pas évoluer
de manière saine, je pense, si les agriculteurs ne sont pas impliqués dedans. Et ça repasse par une reprise en main de leur activité économique. Aujourd'hui, ça ne dépend plus d'eux. Ce n'est pas eux qui ont la marge, ce n'est pas eux qui ont le pouvoir de décision. Et voilà, dans 10 ans, j'espère qu'ils ont repris un petit peu la main. Donc c'est la capacité de l'agriculteur à reprendre en main son agriculture, sa maîtrise des sols, mais aussi sa capacité à commercer, à vendre, à produire en fonction, j'allais dire, de l'évolution aussi des besoins sociétaux, parce que c'est vrai que ça, on s'en rend compte. Donc c'est ces deux points-là qui pour toi sont clés pour arriver à ce que l'agriculteur soit pleinement dans son activité et maîtrise bien son travail. Exactement. Et je pense que ça passe beaucoup par le travail que tu fais notamment, la vidéo. Je pense que Internet a été un outil, Internet et tout ce qui en découle aujourd'hui, où on arrive en fait à faire de la communication professionnelle, mass média, en fait avec peu de moyens, juste de la bonne volonté, du savoir-faire. Aujourd'hui, on peut s'organiser. Voilà, il y a plein d'outils voilà, ça c'est la vision que j'espère pour dans 10 ans, on verra bien. D'ailleurs, tu as développé, j'allais dire, au niveau... Alors, il y a tout l'aspect agroécologie, mais il y a aussi la partie qui m'intéressait aussi, dont j'étais curieux, c'est la partie e-learning que tu as lancée donc, avec Ecosystem. Tout à fait. Donc, alors, pourquoi tu es parti sur ce système-là? C'est une façon de toucher plus de monde et d'une façon différente, parce que les gens peuvent y accéder à tout moment quand ils ont le temps? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, Ecosystem ne fait pas que du e-learning. Il y a aussi du présentiel. Alors, on fait du e-learning où on combine des cours en ligne par vidéo et du présentiel, mais on fait aussi des masterclass où on va coincer les gens pendant 2 jours sur un sujet précis et c'est eux-mêmes qui vont apporter les solutions avec ce qu'on appelle de la facilitation. Et on fait aussi de la formation à distance, c'est ce qu'on lance à partir du mois d'octobre avec Frédéric Thomas, donc les rendez-vous d'une campagne agricole, où on a envie de savoir si les agriculteurs sont prêts à poser 1 tonne de blé sur la table, c'est le prix de la formation, pour avoir en fait une formation depuis chez eux en lien avec tous les gens qui vont y participer. On espère avoir plusieurs centaines de participants pour avoir une réelle interactivité avec Frédéric qui va leur apporter en fait son savoir-faire, ses 30 ans de métier sur le sujet. Voilà. Donc le but d'Ecosystem, c'est pas juste de faire du e-learning, c'est comment est-ce qu'on utilise les outils numériques au service de la connaissance et de la formation, pas seulement dans le métier que je fais aujourd'hui qui est en fait de distiller du savoir et en fait ce que je vois, mais aussi de montrer aux gens que si ils échangent intelligemment, ils ont eux-mêmes la connaissance et ils peuvent eux-mêmes progresser. C'est l'aspect participatif que tu veux mettre en avant en disant chacun a peut-être des solutions, de toute façon des solutions différentes, mais il faut se prendre en main aussi, réfléchir et puis ça peut aider les autres aussi, quoi. Voilà, tout à fait. Et en ne perdant pas de vue que voilà, le numérique, ça restera du numérique. Le terrain et le contact physique est quand même primordial, mais que c'est un aspect qu'on a voulu développer. Comment utiliser le numérique pour aller encore plus loin et fédérer des gens qui aujourd'hui sont encore un petit peu isolés dans leur campagne. D'accord. Donc pour voir ça, on va voir sur le site ecosystem.com et puis il y a toutes les infos, je suppose. Voilà. Ok. Exactement. Merci beaucoup pour cette présentation et puis pour cette vision de l'avenir qui est intéressante. Et ben voilà, on verra. Voilà. Rendez-vous dans 10 ans. Merci. Et puis avant, j'espère. Hein. Avant 10 ans, ouais, c'est sûr. Merci. Alors bonjour Marie-Gabrielle. Bonjour. Alors je voudrais savoir un petit peu comment, avec votre vision des choses, vous voyez l'avenir de l'élevage. Est-ce que l'élevage, par rapport aux attentes sociétales, a vraiment encore un avenir? Oui, pour moi l'élevage a un avenir parce qu'il fait partie de la biodiversité. Il est absolument indispensable à l'équilibre de la nature. On le stigmatise souvent pour les émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Je prends un exemple, mais je pourrais en prendre d'autres, l'eau, etc. Ces chiffres ne sont pas toujours exacts, d'une part, et d'autre part, quand on parle de biodiversité, on parle élevage, c'est tout. D'accord. Alors, qu'est-ce que les éleveurs vont devoir faire dans leur évolution pour pouvoir correspondre aussi aux attentes sociétales et puis continuer à avoir un élevage productif, quoi? Alors, il faut déjà écouter des minoritaires qui sont apparus dans le paysage depuis, on va dire, 5-6 ans, qui sont très agaçants sûrement pour les éleveurs,
Il faut les écouter pour savoir ce qu'ils disent et trouver les arguments qui ne sont pas si difficiles que ça à trouver pour les contrer. Un éleveur qui dit « j'aime mon élevage », ça ne suffit plus. Parce qu'en face, on leur répond « vous aimez mais vous tuez vos animaux ». Or, il y a des explications à la présence des animaux, à l'élevage, il y a des explications aux abattoirs, il y a des explications qu'il faut trouver et qu'il faut donner en s'appuyant sur des scientifiques, mais aussi des sociologues ou des paléontologues qui ont tout à fait les éléments qui peuvent renforcer la raison d'être de l'élevage. Mais alors ça peut être facile pour un agriculteur de savoir s'exprimer vis-à-vis du grand public pour expliquer. Alors c'est vrai que moi, quelqu'un qui aime déjà son élevage, c'est important. De toute façon, je pense que quand on est éleveur, si on n'aime pas, on ne le fait pas. Et quelque part, d'arriver à trouver donc éventuellement des moyens d'en discuter sans se faire retoquer à chaque fois, quoi. Voilà, il faut absolument, il y a des arguments. Le problème, c'est que ce sont surtout les arguments des véganes qu'on entend, voire des végétariens, qui sont quand même un peu moins menaçants, j'allais dire, pour l'élevage que les véganes. Mais les arguments, il y en a d'abord. Comment est-ce qu'un végane survit avec son régime? Il y a quand même des questions que posent les médecins. Et on a interviewé, nous, dans un hors-série, on a posé ces questions aux médecins qui nous ont donné des réponses. Peut-être qu'il faut manger moins de viande, mais là, les Français ne sont pas au-delà des critères qui sont communément admis. Et puis, il y a vraiment des réponses. Il y a des réponses dans l'alimentation, il y a des réponses dans la santé, il y a aussi des réponses, on le disait tout à l'heure, dans la nature. Et puis, il faut aussi savoir qui sont les associations. Certaines sont sympathiques, d'autres moins, certaines sont welfaristes et d'autres sont carrément pour l'abolition de l'élevage. Ouais. Et il faut déconstruire ce qu'ils racontent. Et est-ce qu'il faut vraiment en avoir peur en tant qu'éleveur? On se dit, voilà, on est un petit peu attaqué, mais je pense qu'on a quand même une certaine notoriété, enfin une certaine existence qu'il faut arriver à défendre, quoi. Voilà, il y a une légitimité totale de l'élevage, une légitimité par rapport au territoire, par rapport à l'occupation du territoire. Il y a 50% de la surface qui est en herbe, il y a les histoires des haies qui sont absolument indispensables on parle des oiseaux, on n'arrête pas de dire que les oiseaux s'en vont, que les oiseaux disparaissent. Sans élevage, il y a tout un tas d'oiseaux qui vont disparaître. Ouais. Donc il faut que l'élevage fasse aussi des fois son mea culpa sur certaines pratiques, sur même certains arguments. Il faut oublier l'argument j'aime mon élevage. Il faut le travailler un peu plus, et puis donner des vrais éléments, mais qui permettent de donner une vraie légitimité. Sûrement, certainement aussi d'évoluer dans un système de qualité, il faut que certaines choses, diminuent, les élevages intensifs ou des choses comme ça, pour partir vers des choses... Alors, il y a des études qui ont été faites par l'Institut de l'élevage, parce que les éleveurs ont quand même à leur disposition des études sérieuses faites par l'INRA, faites par l'Institut de l'élevage, avec des sociologues, avec des scientifiques, avec des... Et donc, ces gens-là ont vraiment mis à jour des arguments tout à fait forts pour défendre l'élevage, pour justifier l'élevage. Le problème, c'est qu'on est effectivement un peu dans une position de défense. L'élevage doit dire pourquoi il est là. Parce qu'avant, ça allait de soi, l'élevage était là. C'était une évidence. Ouais. C'était une évidence. Maintenant, il y a des remises en cause par des philosophes qui parlent de la continuité entre l'homme et l'animal, qui ferait qu'on n'a plus le droit d'élever des animaux parce qu'ils sont ce qu'on appelle sentients ou conscients, etc. Il y a des arguments. Il y a vraiment... Et c'est pas forcément complexe, mais ça demande un peu de philosophie. Mais bon, je sais pas, il y a des philosophes qui parlent très simplement. Il y a, je pourrais vous citer plusieurs philosophes qui ont écrit des bouquins comme Francis Wolff ou même comme Raphaël Enthoven, qui expliquent que ne pas manger de la viande n'est pas être un saint, et en manger, c'est pas être un criminel. Voilà. Donc il y a vraiment des arguments. Il faut arrêter de stigmatiser. Voilà. Le gros problème, c'est que les véganes sont très peu nombreux. Ils sont 0,5% de la population française, même pas. Mais ils font beaucoup de bruit. Ils sont entendus. Ils se présentent comme des chevaliers blancs. Et c'est une espèce de Graal à atteindre, de devenir végane, mais c'est pas du tout un Graal. Devenir végane, ça supposerait de changer de civilisation. Ça peut être respectable aussi. Végane, oui. Je dirais végétarien plus. Végane, il y a un côté extrémiste. D'accord. Qui, moi, me dérange beaucoup. Et puis, ça veut dire, si vous êtes végane tout seul dans votre coin, c'est pas grave. Oui. Mais si vous prônez pour tout le monde le véganisme, ça veut dire que vous abolissez l'élevage. Et en fait, ils sont pas nombreux. Mais leur but ultime, et moi je les ai entendus, et il y a vraiment des extrémistes, leur but ultime, c'est d'abolir l'élevage.
Mais après, je pense pas que c'est ces personnes-là qu'il faut s'adresser parce que de toute façon, on ne leur changera pas. Mais il faut savoir ce qu'ils disent. Il faut savoir ce qu'ils disent, Voilà. arriver à les comprendre et arriver aussi à expliquer. Donc là, c'est le but aussi du hors-série qui est sorti, alors c'est ça justement, on a fait un hors-série à la France Agricole. Il y a 7 chapitres. Vous n'êtes pas obligé de tout lire tout d'un coup. Vous piquez comme ça en fonction des questions qui se posent. C'est au fait depuis quand est-ce qu'on fait du fromage, depuis quand on élève les animaux. Pourquoi c'est arrivé peut-être? Pourquoi c'est arrivé les abattoirs, est-ce qu'ils sont aussi trash que ce qu'on raconte? Après, je sais pas moi, la viande, est-ce qu'on en consomme trop? On disait non. Combien de portions il faut manger? Est-ce qu'il faut manger que des protéines végétales? Est-ce que c'est vrai qu'il faut 15 ml d'eau pour faire un kilo de viande? C'est pas vrai. Donc on a des réponses de scientifiques. D'accord. Voilà, vraiment. Donc là, vous avez été chercher vraiment des réponses de scientifiques pour les mettre dans un ouvrage qui est assez simple, je pense, assez facile, accessible. Qui est complet. Qui est complet, mais... On essaye de faire qu'il ne soit pas complexe à la lecture et les retours qu'on a, c'est vraiment quand même, on a été voir des spécialistes. Nous, on n'est pas spécialistes, on est journalistes. Je suis d'accord. Donc, on est allé voir des spécialistes qui, suivant les questions qui se posaient, qu'on avait notées, nous ont répondu. Et on le traduit de façon lisible, mais approfondie. D'accord. Voilà. Bon, et ben merci en tout cas pour cette, j'allais dire, ce petit hors-série qui va permettre aussi aux éleveurs de pouvoir peut-être avoir des éléments pour pouvoir discuter. Hein. Moi, je dis pas qu'on doit défendre, on doit discuter, on doit expliquer, montrer ce qu'est l'agriculture de maintenant aussi, et puis essayer peut-être de se rassurer en se disant que l'élevage a encore un avenir, quoi. Oui, se rassurer et se dire aussi qu'il y a des modes d'élevage qui vont changer, ça c'est sûr. Voilà. Parce que ce que réclame le consommateur qui n'est pas forcément vegan, c'est de la naturalité, du plein air et l'absence de souffrance. Ça, voilà. Ok, donc c'est les évolutions principales qu'on aura dans l'avenir sûrement sur nos élevages. C'est ce qu'on aura, même si la naturalité, on ne sait pas encore trop ce que c'est. Bon, voilà. On essaiera de découvrir alors. Oui, mais les éleveurs, on leur fait confiance, vraiment. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Thierry. Alors je voudrais savoir ton avis d'expert sur l'avenir de l'agriculture par rapport à la PAC entre autres, vu que tu as étudié ça précisément dernièrement. Comment tu vois cette évolution et les obligations que les agriculteurs vont avoir dans les 10 prochaines années pour arriver à suivre un peu la mutation que va nécessiter entre autres les évolutions de la PAC? Alors, globalement, il y a la PAC et l'agriculture, c'est l'agriculture française, on entend bien, française dans l'Europe et dans le monde. Ouais. Bon, déjà, moi, sur l'avenir de l'agriculture française, je suis très optimiste. On a une période qui est une phase qui est nouvelle. Il faut qu'on accepte, et on a beaucoup de mal à l'accepter, qu'on est en économie de marché. Oui. Ce qui nous offre des perspectives, mais qui change le monde quelque part. Qui nous fait peur. Et qui nous fait peur, et il faut qu'on s'adapte à cette variabilité. Et cette variabilité, pour moi, il y a deux phénomènes différents auxquels il faut qu'on s'adapte. C'est d'abord la variabilité économique, variation de prix, mais globalement avec une tendance qui n'est pas si défavorable que ça, même plutôt le contraire quand on regarde les chiffres. Cette année, pour l'instant, ça monte un petit peu, voilà. On a eu peur. mais il faut raisonner sur plusieurs années. Oui, bien sûr. Et la deuxième variabilité, c'est la variabilité technique, de par les phénomènes climatiques et les phénomènes sanitaires, mondialisation, qui est aussi la mondialisation des parasites. On va avoir des rendements en élevage le sanitaire en élevage et les rendements en grande culture qui vont varier plus qu'avant. Les chiffres le montrent. Voilà. Et donc on ne gère pas son exploitation de la même manière. Comment on va gérer ces fluctuations alors ? Et pour moi, la politique agricole commune devrait être un élément qui le prenne en compte. Et moi je pense, alors c'est pas l'orientation qu'on prend, mais je pense que la politique agricole commune, son sens demain, c'est l'accompagnement de la gestion des risques. La gestion des risques, elle démarre dans l'exploitation agricole. La façon de piloter mon exploitation ne doit plus être la même compte tenu de cette dimension de risque, dans la diversité de mes productions, dans mes choix techniques, dans mes itinéraires techniques, dans ma gestion financière. Quand il y a une très bonne année, je sais que l'année suivante ou l'année encore d'après, elle sera plus mauvaise. Donc on est au milieu du matériel ici. Il faut que je choisisse bien mon matériel, mais je ne suis pas obligé de tout prendre et on peut espérer que la fiscalité change. Et également, la PAC doit s'adapter à ça pour accompagner les agriculteurs dans cette transition. Et pour moi, la PAC doit accompagner de deux manières. Au plan économique, la gestion des risques, et au plan, environnemental, écologique. Moi, je pense que la PAC, il faut qu'on accepte que les aides directes aux revenus baissent, même à mon avis de manière importante.
je suis en train d'expliquer ce que je vois. C'est pas ce qui me semble va se passer, je crois, mais c'est ce qui me semble. Mais que ces aides soient transformées dans des aides à la transition écologique. Et que l'État, enfin que la puissance publique passe des contrats avec les agriculteurs qui le souhaitent pour les accompagner dans la transition. Pourquoi je dis ça? Parce que qu'on le veuille ou non, les aides déjà baissent, depuis 2 sur 10 ans elles baissent, et un jour ou l'autre elles vont disparaître. Donc autant qu'on prenne les devants et qu'on s'en serve pour aider à transformer, pour ne plus en être dépendant. Donc pour toi, il faut s'attendre à une diminution, voire j'allais dire une annulation des aides comme on les connaît à l'heure actuelle. Ça c'est sur le très long terme. Je ne parle pas de la réforme de 2020. Ouais, mais quelque part, c'est une ligne à long terme qu'on va devoir assimiler aussi, comprendre. Et donc c'est à nous, agriculteurs, à prendre les devants pour essayer justement de pallier à ça et à réfléchir à d'autres façons de faire. Alors. Voilà, en acceptant cette économie. Et je pense que par rapport aux aides de la PAC, une des façons de se prémunir de ce qui me paraît inévitable, cette baisse des soutiens aux revenus, ce serait justement de les transférer sur des soutiens à l'adaptation, que la société accepterait beaucoup mieux, parce qu'en plus c'est transitoire. D'accord, donc pour toi il faudrait un accompagnement plus poussé sur la transition écologique et économique voilà. De la formation quelque part. Bien sûr, la recherche et développement, le conseil. Ouais. Malheureusement, je crois que la réforme, c'est pas du tout dans ce sens-là qu'elle va. Elle va dans un sens de renationalisation. Les États vont décider à peu près ce qu'ils veulent. Ça me paraît à la fois favorable parce que, effectivement, décider le bord des ruisseaux, les bandes enherbées, de la même manière en Bulgarie, au Portugal et en France. Si Bruxelles décide de ce qui se passe partout, ça peut pas être faisable. On voit bien. En même temps, de là à laisser les États faire à peu près ce qu'ils veulent, avec quelques grands objectifs dont on imagine bien qu'ils seront uniquement environnementaux, le reste ça va être du baratin, c'est quand même très dangereux. Et si on va vers là, je suis à peu près persuadé que la réforme d'après, en 2027, quelque chose comme ça, c'est on renationalise les budgets. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de PAC. D'accord. Et on devient concurrents les uns des autres en Europe. Et ça, moi, je pense qu'il faut absolument éviter ça. Bon. Alors c'est ce que tu as travaillé dans ton dernier bouquin, c'est bien ça? Alors voilà. Comment il s'appelle? Donc mon livre s'appelle PAC et mondialisation. D'accord. Demain, une politique européenne encore commune, avec un point d'interrogation. Et je pense que la France doit se battre pour cette politique commune. D'accord. Et là, tu donnes des clés un peu aux agriculteurs pour essayer de comprendre un peu les tenants et aboutissants de tout ça, et puis éventuellement comment il faudrait pousser pour faire évoluer la PAC. Il y a 4 volets dans mon livre. Un, je réexplique assez rapidement, en gros depuis 58, le contexte et comment ça a évolué, mais plutôt on analyse un peu politique de comment ça a évolué. Pourquoi aujourd'hui la PAC n'est plus crédible, voilà, comment ça s'est passé. Et je donne aussi un accent sur la politique de la France par rapport à la PAC, depuis 58, en passant par l'histoire de la chaise vide avec le général de Gaulle, jusqu'aux dernières réformes. Ensuite, j'explique, je me suis fait expliquer ça, parce que ça je ne le connaissais pas, je me suis fait expliquer par des hommes politiques, comment se passe une réforme de la PAC dans la réalité, comment ça se passe. Voilà, j'explique ça. Et puis ensuite, je regarde les grands dossiers de la PAC aujourd'hui, qui sont sur la table de négociation, l'aspect économique, l'aspect environnemental, l'aspect recherche et innovation et conseil, qui me paraît très important, dont on parle très peu. Le budget, qui pour moi est un moyen, mais se battre uniquement sur le budget, ça, de mon point de vue, aucun sens. Aujourd'hui, on entend principalement la question du budget. Et puis, dans une dernière partie très courte, j'explique ce que je viens de dire, de mon point de vue, à moi, qui suis indépendant aujourd'hui, qu'est-ce qui me semblerait être la voie d'avenir. Non mais c'est intéressant de voir une analyse aussi. Voilà, alors est-ce que l'avenir te donnera raison sur son analyse ou pas, mais ça on ne sait jamais comment ça va. Mais en tout cas c'est important d'essayer de le comprendre et ça peut je pense nous aider à mieux comprendre. C'est vrai que comprendre la PAC, son histoire, son fonctionnement, comment ça se crée une réforme, je pense que ça peut donner aussi… Et ça s'appelle PAC et mondialisation parce que finalement je crois que le gros problème de la PAC c'est qu'elle n'arrive pas à s'adapter à la mondialisation. On reste trop… On l'a construit fermé, en protection, dans les années 60. Et depuis 90-2000, où le monde est ouvert, où on exporte de plus en plus, on a beaucoup de mal à adapter la PAC. Et moi, pourquoi je suis très optimiste pour l'agriculture française? Il faut qu'on arrive à passer ces virages, mais on a un potentiel de production énorme, des savoir-faire vachement importants. Il faut accepter de travailler de manière moins individualiste, en tant qu'agriculteur, c'est clair. Il faut que les organisations s'adaptent.
Mais on est 7 milliards et demi, quelque chose comme ça. Dans 30 ans ou 40 ans, il y aura 10 milliards, on ne sait plus trop, 10 milliards avant, on disait 9 milliards et demi, 10 milliards et demi de gens qui seront de plus en plus urbains, qui vont adapter leur mode de consommation. Donc on sait que la production doit augmenter. On a un potentiel. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour un chef d'entreprise qu'être sur des marchés en croissance? Bien sûr. Or, c'est bien ça. Et en céréales, on a eu 2 années où tout le monde a la tête sous le ballot de paille. Et puis on a bien vu que là, ça remonte tout à coup. Cette variabilité, elle marche dans tous les sens. Quoi. Et on sait très bien qu'avec la campagne prochaine, ça pourrait être à 220 comme ça pourrait être à 160. Et c'est normal aujourd'hui. Les fluctuations vont devenir une habitude. Et ça doit il faut savoir le prendre en compte. Il faut savoir le gérer aussi dans son exploitation. Dans son exploitation, techniquement et économiquement. Ok, merci Jean-Marie pour cet éclairage. Merci et puis, Thierry. Au plaisir. On se verra peut-être avant 10 ans et dans 10 ans pour voir si on en est arrivé là et si l'évolution est bien passée dans ce sens-là. Ok, au plaisir. Merci. Voilà, alors on arrive à la fin de cette vidéo. Alors merci encore à Agrizone de m'avoir permis de faire mon déplacement et puis d'avoir pu réaliser cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si c'est le cas, mettez-moi un petit j'aime, un petit pouce. Vous retrouverez les coordonnées des intervenants que j'ai pu rencontrer ici en dessous pour pouvoir éventuellement suivre l'évolution des choses. Et puis nous on se retrouve certainement avant une dizaine d'années pour parler encore d'agriculture. Et surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!